Arrête tout. Ce que je vais te révéler dans les prochaines secondes va te choquer profondément. C'est du jamais vu en Afrique. Abonne-toi à Africa 360 maintenant. Les résultats sont donc connus. On aura une Assemblée nationale complète avec tous ses membres au complet. Docteur Xavier Kouadio, que révèlent selon vous ces résultats? Merci Evelyne de me passer la parole. Alors, on a ces élections du 21 février 2026 qui sont au fait une reprise partielle ordonnée par le Conseil constitutionnel après les résultats, je crois, du 27 décembre passé qui comportaient certaines irrégularités. Voilà. Deux cas de figure, Toumoudi et Diala Massala. Dans les deux cas de figure, on note que le candidat, pour ne pas dire les candidats du parti au pouvoir ont perdu et les candidats de l'opposition ont remporté le gain de la bataille. On a Toumoudi avec Ali Hervé et Massala avec Dosso Aboubakar Sidiki. Là. Alors, je pourrais faire une lecture, je dirais, à double voie. D'abord, commencer par Toumoudi parce que c'est une élection qui a cristallisé. On l'a vu avec le défilé des différents personnages, des différentes personnalités du gouvernement et notamment aussi avec le PDCI, avec la présence de tous les courants qu'on a pu voir à Toumoudi. Ali l'a emporté avec 56,11%, 7182 voix. Raymond Goudou, 5423 voix pour 42,37%. Je commence par le PDCI. Okay. Et je note que cette victoire vient au bon moment. Et elle semble inscrire le PDCI sur une trajectoire ascendante. Je crois, je ne sais pas si c'est cette semaine ou la semaine passée, on a eu déjà à Iré, le conseil municipal qui a porté en tête un membre du PDCI. Et puis à Toumoudi, ville de Thérèse Oufoué-Boigny, ville de Camille Ali, l'un des rares disciples d'Oufoué-Boigny encore en vie. Alors, le PDCI bat le rappel de ses troupes. Tous les courants, on dira, contraires, qui étaient en griffe, en crise, sont une sorte d'union sacrée autour du PDCI et tous participent à la campagne. On a vu le professeur Gikawe, on a vu le président Ezalé, on a vu M. Jean-Marc Yassé, on a vu Ala Kouadio Remi. Tous sont venus au chevet de leur parti, un peu malades à cause des crises. Ils ont tout mis en œuvre et le parti a remporté le gain de la victoire. Cela montre que quand on a un parti qui est uni, quand on n'a pas de voix discordantes aussi déchirantes, la victoire peut aller au bout. D'accord. Au niveau du RHDP, sous l'angle d'une, c'est-à-dire l'angle positif, Mme Goudou a obtenu 5000 voix. C'est quand même important dans un bastion réputé du PDCI qu'est Toumoudi. Alors, c'est la preuve que le RHDP, quoi qu'on dise, est quand même en nette progression dans ce fief du PDCI. Et l'angle que je pourrais appeler l'angle nocturne, c'est-à-dire l'élément moins bénéfique de ce résultat pour la ministre, c'est qu'on pourrait dire que l'élection se gagne plus par la proximité du lien qu'on a avec la population que par le déferlement du pouvoir, le déferlement des symboles du pouvoir, le déferlement de tout ce qui est pouvoir, comme je l'ai dit. Et sous cet angle-là, on a l'impression que le message de la ministre n'est pas bien passé. D'accord, vous avez bien compris. On va donc continuer le tour de table. Nguesson Joël Inda, analyse, lecture. Bon. Ce que nous pouvons dire sur cette reprise d'élection, c'est qu'en toute chose, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Je pense que ces élections-là, donc, sur la base de contestation et donc de la sanction du Conseil constitutionnel, ont dû donc être reprises dans ces deux localités. Et on voit que les résultats qui en découlent, nonobstant la mobilisation donc, des différents états-majors des partis politiques, confirment les résultats qui avaient donc été contestés. Et en la matière, ce que nous retenons, c'est que nous sommes allés donc, à des élections qui ont été un peu plus apaisées. Et au total, ce que nous retenons, c'est que
nonobstant le fait qu'on n'a pas pu voilà, peut-être faire de l'observation électorale comme il se devrait pour cette reprise-là, mais on note que quand même, ça a été une élection relativement apaisée et il y a eu une grande émulation. Et donc au total, nous avons donc des résultats qui sont donc plus crédibles et qui vont donc permettre à l'Assemblée nationale de pouvoir se constituer pleinement et donc de pouvoir dérouler son agenda. Docteur Coulibaly Mamadou, pourquoi Outoumodi était si important? Pourquoi toute l'attention, c'est vrai qu'il y avait des reprises dans 2 endroits, mais l'attention était plus portée sur Outoumodi? Merci, madame. Alors, il faut dire que, avant de répondre à votre question, l'élection au niveau de Outoumodi se caractérise quand même par un élément essentiel, comme dans l'autre circonscription également, c'est le fait que le citoyen candidat ait la possibilité de remettre en cause un résultat devant le Conseil constitutionnel et que l'élection soit reprise. Du moment où on se rend compte que cela est possible, c'est déjà un pas, on va dire, dans la construction de la démocratie. Les candidats doivent avoir cette possibilité et doivent faire confiance aux institutions qu'ils ont le droit de remettre en cause un résultat et que les élections soient reprises ou que le résultat final qui en découle soit celui auquel on s'attend. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, le fait que les résultats qu'on vient d'obtenir soient quasiment identiques aux résultats précédents démontre également une maturité de la population. Cela voudrait dire qu'entre les résultats qui ont été annulés, l'élection qui vient de se dérouler et qui nous donne de nouveaux résultats, la position de la population n'a pas changé. La conviction de la population est restée de même et donc la population est en mesure de décider ce qui est bon pour elle. Ça, c'est laissé impacter par le jeu politique. Et la troisième chose qui rejoint la question que vous aviez posée, oui, c'était un challenge pour le parti au pouvoir de soutenir son candidat pour qu'elle puisse gagner l'élection. C'était aussi une occasion pour le PDCI, comme mon prédécesseur, mon collègue l'a relevé, de se reconstruire. Le PDCI a besoin de se reconstruire, de se reconforter pour, on va dire, les challenges à venir. Et Outoumodi a servi, on va dire, de laboratoire, d'occasion d'expérimenter cette union qui fait la force de ces partis politiques pour pouvoir se relancer. Merci. Le téléphone est ouvert dans cette émission, je vous le rappelle. Vous pouvez appeler pour poser votre question ou simplement donner votre avis. Mireille Kipré, oui. Analyse de cette reprise et aussi en tant que candidate qui a participé aux élections législatives. D'accord, merci encore à vous. Je dirais que c'était un duel qui était vraiment attendu. On a vu beaucoup plus d'engouement. On a vu une population qui voulait réellement le changement. Il y a eu la mobilisation. Et ce qui a été encore plus frappant, c'est de voir la mobilisation autour de chaque cadre, c'est-à-dire autour de chaque candidat. Au niveau du PDCI, c'est toute une... je dirais, c'est tout un arsenal de géants politiques qui s'est déporté vers Outoumodi pour dire qu'après, comment on dit, après les crises internes qu'on peut avoir, on peut s'unir pour porter une victoire. Et c'était vraiment attendu. Et pour ça, on l'a vu, on l'a vu Dikawe qui est sorti, il y a eu beaucoup d'engouement, d'unité pour dire qu'on peut repartir de plus belle. On peut être opposant, mais on peut encore continuer à faire la politique et la faire avec une belle cohésion sociale, comme on l'a vu, avec une belle légitimité concernant tous les politiciens. Et ici, je vais saluer surtout la légitimité de la CEI. Là, la CEI nous a fait un très beau coup. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'Ivoiriens, on a tendance à critiquer. Mais là, la CEI a permis à la population de donner encore de donner son vote, et c'est vraiment à saluer. Et ça suscite au moins une question. Hein. C'est vrai que je vais poser mon tour de table, et ça suscite au moins une question. Des commentaires lus ça et là. Oui. Quand on gagne une élection, on estime que la CEI a bien travaillé. Quand on la perd, la même CEI, on estime qu'elle a mal travaillé. Finalement, on fait confiance à la CEI ou pas? Oui. Votre avis? Ben pour moi, il faut faire confiance à nos institutions. Et là, sur ce coup, la CEI a donné un coup de maître. Il faut faire confiance à nos institutions. Et ça, c'est pour la démocratie. Vive la démocratie encore, en Côte d'Ivoire. André Kyo, Evelyne, qu'est-ce qui pourrait expliquer
Notamment, je sais que vous avez Dans beaucoup de vos propos points. introductifs, vous avez mis en évidence et en lumière la question fondamentale qui porte sur la confiance. Peut-on faire confiance ou peut-on vivre ensemble s'il n'y a pas un minimum de confiance entre des couples, entre des amis, même lorsque vous empruntez un transport en commun, il faut bien faire confiance au conducteur. Voyez-vous, lorsque vous avez fait la relance, vous avez mis en évidence combien de fois est-ce que nous avons une confiance manifestée de manière variable en fonction de nos intérêts propres. C'était juste une question. Ce n'est pas qu'une simple question. C'est une attitude qui mine, qui agrège, qui éreintre notre démocratie. Ce manque de bonne foi qui voudrait que les choses soient dites parfaites lorsqu'on y tire notre bénéfice et que lorsqu'on n'arrive pas à pouvoir gagner, on indexe, on accuse et on remet en cause toute une institution au point ou à vouloir détruire les fondamentaux d'une démocratie. Aujourd'hui, on salue la CEI. On dit qu'elle a fait un coup de maître. Mais c'est cette même CEI-là qui, le 27 décembre, donnait des résultats. C'est cette même CEI qui a permis qu'ailleurs vous perdez. C'est cette même CEI qui a permis qu'ailleurs vous gagnez. La base de la démocratie, au-delà de la confiance, c'est l'honnêteté. L'honnêteté politique qui elle-même est sous-jacente d'une honnêteté intellectuelle. Si on manque d'honnêteté et que l'on se prononce et que l'on construit son opinion selon ses intérêts propres, vous aurez beau faire, vous aurez mis les meilleures personnes possibles, vous aurez toujours le même discours. La maturité démocratique et républicaine commence par l'honnêteté. On est en train un peu de s'éloigner du sujet. Non, c'est la question fondamentale que vous posez. Cette élection, d'un point de vue institutionnel, on le sait, elle permet à l'Assemblée nationale d'avoir tous ses sièges occupés. Elle permet, d'un point de vue institutionnel, de prouver que nous avons un État qui dispose d'institutions en charge d'organiser les élections et qui les font correctement. Elle montre que lorsque des citoyens, du fait de l'acte démocratique, ont la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel, ces personnes-là sont écoutées. Et que le Conseil constitutionnel, au vu des éléments qui lui sont transmis, est en droit de pouvoir prononcer la loi et le droit comme il le faut. Donc, la reprise d'une élection. Le ciel est tombé sur la tête de 2 personnes. Mais d'un point de vue politique, comprenez que nous avons ici la possibilité de prouver aux uns aux autres que l'accession au pouvoir d'État, dans sa formule présidentielle ou législative, se trouve être gagnée de la meilleure façon possible que par le jeu électoral et pas par autre chose. Ce sont des élections qui sont célébrées. Si aujourd'hui, des populations peuvent célébrer leur héros parce qu'il a gagné, c'est par la voie démocratique et non pas par la voie insurrectionnelle. Et ça, c'est important de le préciser. La Côte d'Ivoire se célèbre aujourd'hui, que l'on ait perdu, que l'on ait gagné, parce qu'on a fait le choix de la démocratie et de la confiance en nos institutions. Si on avait fait un choix contraire, madame, si on avait fait un choix contraire comme il y a quelques mois, aujourd'hui, on ne serait pas là en train de pouvoir féliciter les uns et les autres. Merci Landry Cuyot. Sans ramener le débat dans un autre Non, c'est ça, c'est tout le débat. Qu'est-ce qui pourrait expliquer la défaite du RHDP? Landry Cuyot? Qu'est-ce qui pourrait expliquer la défaite du RHDP? Mais le RHDP perd parce qu'il n'a pas gagné. Il perd parce que les citoyens ont fait le choix de M. Ali Ali. Il perd à Massala, à Douala Massala, c'est ça? Parce qu'ils ont fait le choix de l'indépendant. Il perd parce que partout il ne peut pas gagner. Et c'est bien cela la démocratie. C'est vrai que d'un point de vue arithmétique, il reste toujours hégémonique, mais on le lui rappelle que dans d'autres contrées, il ne séduit pas suffisamment, mais sans avoir à oublier qu'il est en nette progression et surtout dans ce bastion du PDCI-RDA où Mme Goudou réussit à obtenir un score qui fait réfléchir autant positivement que négativement les uns et les autres. Fofana Siaka nous appelle d'Abobo. Bonsoir, j'espère que vous êtes toujours en ligne. Bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Vous nous appelez pour donner votre avis sur l'élection à Douala Massala. Vous êtes vous-même un candidat malheureux, je dirais. Vous avez donc participé à ces législatives. Avant votre avis, j'aimerais savoir comment vous avez vécu cette élection. Cette élection est tellement très travaillée par le jeune Aboubakar Sédik. Il avait tout travaillé sur le terrain. Et comme ça, il ne pouvait pas perdre.
C'est vrai, nous avons soutenu le RHDP, d'accord, mais c'est quelqu'un, déjà, si tu as fait 5 ans comme député et qu'il faut qu'il y ait de soutien pour que toi tu puisses gagner, ça veut dire que les 5 ans que tu as fait là, tu n'as rien fait, tu n'as pas approché la population. Et l'enfant est toujours avec la population. Il est toujours avec la population et il travaille malgré qu'il n'est pas chose, il prend son propre argent pour travailler dans le coin, dans le village. Alors que lui, en tant que député, député sortant, il n'avait absolument rien fait. Donc c'était prévisible. Même si on envoyait tout notre arsenal, on ne pouvait pas gagner. On ne pouvait pas gagner le petit. Ça veut dire qu'il faut que les gens comprennent et que tout le monde sache qu'il faut un changement des élus en faveur des parents qui sont au village. Les gars demandent seulement qu'on les respecte. Mais quand vous ne les respectez pas, on vous appelle parfois pour des parrainages. Vous ne partez pas. Vous acceptez, mais vous ne partez pas. Alors que c'est des petits gestes qui ne trompent pas. Tu fais ces petits gestes-là, une fois que tu fais le parrainage, les gens sont contents, ainsi de suite. Mais tu n'as pas besoin de débourser beaucoup d'argent. D'accord. Merci beaucoup, Fofana Siaka, pour votre avis. Voilà. Et je note que vous tirez aussi les leçons de la défaite du RHDP. Alafé Wakili est avec nous, je l'avais annoncé. Bonsoir et merci d'être avec nous. Merci. On continue le premier tour de table. Analyse de cette reprise des législatives à Tomodi et à Douala Massala. Moi, merci. Hein. Ce que je veux noter, c'est que relativement à certains commentaires qui avaient été faits suite aux élections législatives, disant que l'argent est important, les gens votent selon l'argent ou autre, je pense que ces deux résultats montrent que ce n'est pas le cas. Bien sûr, le candidat indépendant de Douala Massala, bien sûr, Hervé Ali et le PDCI ne sont pas totalement désargentés. Mais en matière d'argent et de moyens, je pense que le RHDP en a beaucoup plus et devrait en avoir beaucoup plus. On voit bien que le RHDP n'a pas gagné. Donc les analyses tendant à dire que c'est l'argent du RHDP qui a gagné ailleurs ne tiennent pas, tout comme il ne faut pas gâter la victoire du PDCI en laissant entendre que Mme Goudou Raymond serait chiche et n'aurait pas donné de l'argent. Elle aurait donné 1000 milliards, je pense que ça n'aurait rien changé. Ce n'est pas une affaire d'argent. Elle a progressé et ça aussi, il faut le reconnaître. Ce que je voulais dire, les autres aussi ont eu l'occasion de dire le rôle que la CI a joué. L'appel que je veux lancer, c'est qu'il y ait 201 Toumoudi. Ce qui s'est passé à Toumoudi, si ça se passe à Yopougon, si ça se passe à Djamé, si ça se passe à Boaké, si ça se passe à Korogo, si ça se passe partout, comme ça s'est passé à Cocody, comme ça s'est passé à Port-Boué, comme ça s'est passé au plateau, je ne vois pas comment la CI pourrait y changer quoi que ce soit. Il est important que les gens arrêtent les procès d'intention, mobilisent l'électorat et travaillent pour sécuriser les voix, les votes, et ainsi tout se passera bien, on aura moins de tensions, on aura moins de crises, c'est ce que je tenais à dire d'emblée. Docteur Xavier Kouadio, justement, je vous permets de vous prononcer sur la question de la confiance, finalement, confiance dans le vote, confiance dans cette CEI qui a été longtemps décriée, bien avant les législatives, bien avant la présidentielle. On a le cas de Toumoudi. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, ou bien est-ce qu'il y a quand même des éléments à améliorer? Le bon sens est la chose la mieux partagée. On ne peut pas dénoncer ce qui n'existe pas. Il est vrai que la malhonnêteté est attachée à l'être humain, il est vrai. Et que souvent, pour des intérêts politiciens, il y a la mauvaise foi souvent. Mais une majorité ne peut pas dénoncer ce qui n'est pas. Alors, les gens ont attiré l'attention de la CEI sur ce qui constituait des irrégularités et des preuves à l'appui. Il y a eu une amélioration. Quand c'est bon, on salue. Mais il ne faut pas aussi dire que ce qu'on a dit hier
relevait de la pure imagination, alors que la presse a longuement documenté les choses, les enquêtes, les avis des uns et des autres. On est tous contemporains des faits. La CEI a fait quelque chose de bon aujourd'hui, on la salue, mais on ne va pas nier que hier, c'était pas bon. Qu'est-ce que c'était pas bon hier? Hier, on a vu notamment les listings électoraux, tout ce qui s'est passé, les dénonciations, même souvent des candidats du parti lors des élections et autres. Voilà, il y a eu ces dénonciations-là qui ont existé. Ce n'est pas parfait. Quand ce n'est pas parfait, admettons qu'on critique. Moi, je ne comprends pas cette Côte d'Ivoire où, à la limite, on est allergique à la critique. C'est normal qu'on critique. Quand ce n'est pas bon, on critique pour que le service public puisse s'améliorer. Et c'est pour le bien-être de tout le monde. Voilà, donc c'est bon aujourd'hui, on salue. Si ce n'est pas bon demain, on va critiquer. Et c'est ce qui fait un pays, c'est ce qui fait la démocratie. Une question, Joëlinda, sur la question de la CEI, de la confiance. Il faut dire que là, la CEI vient, j'allais dire, pour beaucoup de se réhabiliter auprès des populations. Parce que comme on a eu à le dire tout à l'heure, il y a eu beaucoup de critiques, et il y a eu même des faits. Voilà, il y a eu toute une poussée nationale quant à ce que, par exemple, il y a une RLE en 2025 qui avait un budget, et donc il était bel et bien attendu que cela donc, ait pu se faire. Et il avait eu même été dit que cela se ferait avant la fin de l'année, notamment peut-être même jusqu'en décembre, quand la date des législatives donc, a été avancée et que donc, in fine, cette révision de la liste électorale n'a pas pu se faire. Bon, je pense que cela et d'autres faits ont quand même douché un peu, j'allais dire, la perception donc, que les populations avaient donc, de la commission donc, électorale indépendante, et même ont dû, j'allais dire, traduire donc, que cette commission-là n'était peut-être pas forcément si indépendante que ça. Mais bon, je pense qu'au total, ce sont donc des opinions, des appréciations qui n'ont pas peut-être été donc, agrégées au plan scientifique à travers des statistiques. Mais globalement, ce que nous retenons, c'est que il a donc fait sa mission, a exécuté son travail, a produit des résultats qui ont été corroborés par le Conseil constitutionnel. Et là, à travers donc, les différentes contestations, on arrive donc, à ces reprises d'élections où je pense qu'il y aura certainement un consensus national sur le fait que ces élections-là se sont bien passées. Donc ça traduit bien que la CEI a les compétences pour pouvoir bien faire le travail. Et si donc il y a des reproches qui sont faits, c'est donc avoir par rapport à, j'allais dire, d'autres influences éventuellement, que cette institution-là voilà, pourrait subir de divers acteurs politiques ou autres. Docteur Coulibaly Mamadou, j'aimerais bien entendre votre avis sur le sujet. C'est vrai que ce n'est pas le sujet principal, mais c'est un sujet qui mérite quand même d'être abordé. On sait que c'est la toute dernière mission de cette commission électorale-là, dans sa composition et avec son président. Et on pourrait dire qu'elle part finalement avec une bonne note, oui ou non? Si, elle part avec une bonne note. Mais j'ai dit également que, vous savez, les élections, ce sont des grands enjeux pour tout le monde. Et donc, nos attentes sont énormes vis-à-vis de la commission électorale indépendante. Donc, dès le départ, il faut admettre que la crainte est légitime, que chaque parti ait à se demander si elle sera en mesure d'organiser des élections lui permettant de gagner. Donc, chaque parti s'inquiétait de savoir si la commission électorale sera en mesure d'organiser des élections lui permettant vraiment de tirer le meilleur qu'il souhaite de l'élection. Alors, au vu de ces craintes, il faut s'attendre à des critiques. Et les critiques, pour moi, relèvent du normal. Il faut des critiques pour que l'institution elle-même s'auto-améliore et qu'elle se rende compte qu'on attend d'elle des résultats. Et donc, au vu de ces critiques, elle s'améliore pour nous donner des résultats auxquels on s'attend. Donc, s'il y a eu le premier tour, on va dire les élections de façon générale, le 27 décembre, et que dans certaines localités, il y a eu des contestations, il fallait reprendre. Pour moi, la commission électorale a bien fait de nous donner ce qu'on attendait d'elle, de sortir par la bonne porte et de donner aux Ivoiriens aussi l'espoir. L'espoir que nous sommes en train de construire une démocratie et qu'à chaque élection, il y aura un acquis, il y aura un plus. Nous n'avons aucune raison de désespérer. Nous sommes en train d'avancer progressivement sur la voie de la bonne démocratie. Franck Yao nous appelle de Yamsokro. Bonsoir.
Oui, bonsoir madame. Merci de nous appeler pour participer à cette émission. Pour vous, les critiques contre la CEI restent valables? Oui, effectivement, selon moi, les critiques contre la CEI restent valables parce que il faut signaler que la CEI, ce sont les hommes qui travaillent à la CEI. Et ces hommes-là peuvent commettre, voilà, ces hommes peuvent commettre, n'est-ce pas, des erreurs. Et donc, lorsque la CEI commet des erreurs, il faut être capable, n'est-ce pas, de signaler que la CEI n'a pas bien travaillé. Donc, lorsque les gens parlent de honnêteté politique et sur le plateau, je me dis que mais être honnête, c'est d'être capable de décrire la CEI lorsque la CEI ne travaille pas bien. Parce que la CEI n'est pas exempte de critiques. La CEI, ce sont les hommes qui y travaillent, les hommes qui commettent des erreurs. Et être honnêtement politique, c'est de saluer la même CEI lorsque cette CEI-là, n'est-ce pas, travaille bien. Et je trouve que c'est tout à fait ce que, n'est-ce pas, certains débatteurs, n'est-ce pas, saluent sur le plateau. Et de saluer la CEI, dire que la CEI travaille bien, la CEI a bien travaillé aujourd'hui, mais si demain la même CEI commet des erreurs, demain il faut être capable de décrire cela. Il y a quelques années, c'est la même institution qui a déclaré un président vainqueur, et puis quelques mois après, on vient dire que le diable nous a trompés, mais c'est la même institution, on peut se tromper. Donc vous dire que le fait de décrire la CEI n'est pas dire qu'on n'est pas on est honnêtement politique. C'est ce que je voulais souligner. Merci Franck Yao pour votre appel. J'aimerais en même temps enchaîner avec un autre téléspectateur qui nous appelle de Nice. Wassi Konaté, bonsoir. Bonsoir, c'est Kanaté. C'est Kanaté, autant pour moi, Kanaté. Alors pour vous, la CEI travaille bien? Tout à fait. En fait, depuis des années, on a toujours critiqué la commission électorale indépendante en Côte d'Ivoire. Sachant que lorsqu'on fait des élections, ce n'est pas la CEI qui met les bulletins dans les urnes. La CEI est une organisation qui organise uniquement les élections. Si vous avez des contestations, si vous avez des choses que vous ne comprenez pas, M. Philibert, il a toujours été direct, il a donné des réponses exactes à toutes les questions qui ont été posées. Maintenant, on a l'impression que lorsque ça se passe bien dans un sens, l'opposition s'est dit que oui, tout va bien. Mais lorsque ça ne tourne pas comme eux le souhaitent, je trouve que la CEI a un parti pris. Il faut qu'on ait confiance en nos institutions. Il faut qu'on ait confiance en nos militants. Parce qu'un militant qui n'est pas bien formé, un militant qui n'est pas bien éduqué, c'est un militant qui va toujours suivre ce qui se dit, surtout sur les réseaux sociaux. Moi, j'aimerais que les Ivoiriens aient confiance à la commission électorale indépendante. Si l'élection est correcte, si tout se passe bien, je pense qu'il n'y a pas de débat. La preuve en est, le RHDP a perdu dans les circonscriptions, l'opposition a gagné, et puis je pense qu'il faut faire confiance une fois pour toutes à la CEI. Merci Wassi Kanaté. Je rappelle que vous appeliez de France, notamment de Nice. Landry Kyo et Alafé Wakili pour peut-être un dernier mot sur ce sujet. J'en rigole. Un peu. Evelyne, si aujourd'hui on avait des résultats contraires et que c'était le RHDP qui passait ce discours selon lequel la CEI a bien travaillé aujourd'hui, ne se passerait pas. Qu'est-ce que la CEI a fait cette fois-ci qu'elle n'a pas fait le 27 décembre 2025? Je répète, j'atteste et je signe que dans bon nombre de cas, lorsque le résultat n'est pas en votre faveur, vous indexez l'organe en charge de l'organisation des élections plutôt que de vous remettre en cause. Si les résultats avaient été autres, vous n'aurez pas eu à entendre les éloges adressés à la CEI. La CEI a bien travaillé aujourd'hui. Donc hier, elle a mal travaillé. Donc qu'est-ce qu'elle a fait de si bien aujourd'hui, de si particulier, qui n'avait pas été là hier? Non, soyons sérieux. Soyons sérieux, soyons objectifs. Je voudrais avoir des éléments objectifs que l'on les ressorte pour dire cette fois-ci, voici ce qu'elle a fait, qui n'avait pas été fait la dernière fois sur ce plateau. Personne ne pourra me sortir ça. Donc, il va falloir qu'on sorte des appréciations subjectives. Le RHDP a perdu parce qu'il n'a pas pu se donner les moyens de gagner. L'organe qui organisait les élections les a organisées selon les moyens et l'ordre républicain et législatif. Point fini. Et puis on avance. La confiance commence par l'honnêteté.
Et je dis que quand on est honnête, on a des opinions qui ne sont pas à géométrie variable. Et c'est important de pouvoir le souligner. C'est de ça qu'il est question. Et notre démocratie en a besoin. Elle a vraiment besoin de ça. Parce que si l'on dit aujourd'hui elle a bien travaillé, cela veut dire que là où on a perdu, on estimerait que cette même CEI aurait mal travaillé à ce moment-là. Comment est-ce qu'on peut mesurer les choses? Pour ma part, il est important que pour nous, Ivoiriens, nous puissions donc apprécier les choses en nous détachant de nos passions, de nos aspirations, de nos ambitions, en vue de reconnaître de manière objective, claire et transparente les résultats qui ressortent des urnes et qui nous permettent d'avancer. Lorsque il y a des éléments qui, au cours des élections, contrarient la sincérité des résultats, notre pays se dote d'une institution qu'on appelle le Conseil constitutionnel, juge des élections, qui apprécie. Bon nombre de personnes ont saisi le Conseil constitutionnel. Ces personnes-là se sont vues être déboutées. Et lorsque les éléments qui étaient reprochés à l'élection étaient si tangibles, pertinent, il y a eu reprise des élections. Voici ce que offre la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Il va falloir que nous travaillions là-dessus par la confiance et surtout par l'honnêteté pour que nous puissions faire grandir notre démocratie. Merci Landry Cuyo. Mesdames, Messieurs, je vous propose de faire une courte pause. On reviendra ensuite pour poursuivre le débat. Retour donc sur le plateau d'NCI 360, analyse, décryptage de la reprise partielle des législatives dans la région de Toumoudi et Douala Massala. Alafé Wakili pour le point sur la CEI. Non, moi, je voulais préciser que la critique est la bienvenue. Hein. Toutes les critiques sont acceptées. Maintenant, le problème, c'est que quand la critique est faite à la CEI et que d'autres personnes donnent leur point de vue, on peut s'en tenir à cela. Mais quand on revient pour ressortir des choses, bon, là, il y a débat. Ce que je veux noter, c'est qu'on part du même postulat. Nul n'est parfait, nul n'est infaillible. La CEI a pu travailler, les choses n'ont pas été parfaites. Mais si cela est valable pour la personne morale CEI et pour les personnes physiques qui sont à la CEI, moi, X qui appelle, Y qui appelle, non plus n'est infaillible. Qu'est-ce qui prouve que sa critique est la vérité absolue? Donc, nous sommes tous faillibles. Et donc, pourquoi la personne qui critique insiste pour dire non, pour elle qui est vrai, et que pour nous là qui est faux, bien la CEI est dans le faux? Un. Deux, on ne peut pas nous dire que la CEI a organisé la présidentielle 2020, l'élection législative 2021, l'élection de 2023, l'élection présidentielle de 2025, les législatives de 2025, ça fait 6 élections. On ne peut pas nous dire que tout ça est mauvais et que la seule bonne chose que la CEI vient de faire, c'est ces 2 élections-là. Alors que ce qui est mauvais, à Toumoudi, là, le même candidat avait gagné une différence de 15 voix. C'est un candidat, une candidate PDCI qui a pointé des irrégularités. Le Conseil constitutionnel, dans sa sagesse, a trouvé que c'était crédible, et puis ils sont répartis. La CEI n'y est pour rien, justement. S'il y a quelqu'un qui reproche quelque chose à la CEI dans ça, c'est peut-être le RHDP ou peut-être au Conseil constitutionnel, mais ça fait partie du jeu démocratique. À un moment donné, il faut accepter. La défaite aujourd'hui du RHDP est acceptée, la victoire est applaudie, on félicite tout le monde, mais les vaincus d'hier, il faut qu'ils acceptent un peu souvent la défaite. Et c'est pour cela que j'ai insisté pour dire, s'il y a 201 Toumoudi, nulle part la CEI ne pourra rien. La première fois, elle a proclamé une victoire à 15 voix. Mais même si c'est 2 voix partout, si ce qui s'est passé à Toumoudi avec l'élection, les électeurs, leur choix, ça se passe partout, dans toutes les circonscriptions électorales du pays, la CEI n'y pourra rien. C'est impossible. Il faut que vraiment les gens comprennent cela et comme il a dit, on avance, qu'on passe à autre chose. Voilà. On accepte les critiques, mais à un moment donné, on n'a pas dit que c'est parfait. On a applaudi ce soir, on dit c'est bien. Et on dit d'ailleurs, par le passé, ce n'était pas tout aussi mauvais et qu'il y a eu 50, 60 de recours. 2 seulement ont été acceptés. Donc, les critiques, c'est normal. Moi, quelqu'un conteste une élection. Quand quelqu'un n'est pas content de la CEI, ça ne veut pas dire que la CEI est mauvaise. Ça ne veut pas aussi dire qu'elle est parfaite et qu'elle est infaillible. Les critiques sont là, on les entend, on les écoute, mais ça ne détermine rien, à part l'opinion de chacun. Maintenant, c'est l'opinion des uns, nous aussi, nos opinions, on les a exprimées et on avance. J'aimerais qu'on revienne sur cet appel de ce téléspectateur qui a analysé, selon lui, les raisons de la défaite du RHDP en parlant de la proximité
avec les populations. Parlons du fait d'accepter de parrainer certaines activités, du respect de la population, justement, qui nous ramène sur le débat du rôle du député dans la nation. Est-ce que c'est son rôle d'être proche des populations? Est-ce que les populations elles-mêmes ont compris le rôle du député? Comme vous aviez la parole à la fin, oui. Je commence avec vous. Bon, vous savez, le député, la Constitution a dit son rôle, c'est clair, il contrôle l'action du gouvernement, il vote le budget, et puis on dit même qu'il ne doit pas avoir un mandat impératif. Or, quand on regarde en réalité, la population lui donne un mandat impératif, on dit va nous représenter, il faut écouter, il faut venir nous donner. Il y a des députés qui ont promis d'ouvrir des permanences, des bureaux pour écouter et puis aller défendre ce que la population veut. En réalité même, on accepte, mais c'est en contradiction avec l'esprit de la Constitution. Le député n'a pas de mandat impératif. On ne lui donne pas d'instruction ni d'un parti ni des populations. Il est député de la nation, élu, c'est Atoumo dit, mais député des populations aussi de Korogo, de Boaké, de partout. Parce que on met député de la nation, élu de la nation. Il n'a pas de mandat impératif, mais la réalité est tout autre. Donc, comme il a dit, il veut un député proche qui est là tout le temps, des populations à Toumoudi, à Douala, à Massala, à Boaké, qui parraine, mais en réalité, certes, il n'est pas président de la République, mais il est élu de la nation. Il représente chacun des Ivoiriens. C'est vrai, il est élu dans une circonscription électorale. C'est pour ça, dans certains pays, la liste est nationale, pour faire ressortir le caractère national et l'absence de mandat impératif pour le député. Mais il y a des pratiques, il y a des tolérances qui sont là. On fait avec, notamment liées au découpage. Tu es élu dans une zone, on dit tu représentes tout le monde, mais les autres ne te connaissent pas. Ils ne t'ont pas élu. Donc on fait avec. C'est ce qui fait que, comme le maire, on a besoin que le député soit là tout le temps. Quand il y a un décès, quand il y a une naissance, quand il y a la joie, tout comme quand il y a le bonheur, il doit être présent, il doit partager tous ces instants, parrainer des événements, faire tout ce qu'il faut. Et puis, finalement, le député devient un agent indirect du développement. Il fait, au-delà des plaidoyers qu'il est censé faire au moment du vote du budget, pour dire il n'y a pas d'eau et d'électricité chez moi, allez voir le ministre, allez voir des directeurs d'administration, négocier. Et au moment du vote du budget, dire que dans telle localité, il faut au-delà de ça, on n'attend peut-être pas qu'il ait un budget à gérer pour reprofiler des routes, pour construire des écoles primaires ou autres comme le maire ou des établissements secondaires, comme le conseil régional ou des centres de santé, mais on attend qu'il soit un peu présent auprès des populations pour impulser des actions de développement sur le terrain. C'est finalement comme une obligation morale? Oui, mais c'est le cas, c'est ses attentes. Puisque voici ce qu'il vient de dire. Il a dit que l'autre est un jeune, il n'est pas RHDP, il n'a pas les moyens d'un parti ou du parti au pouvoir, mais il est avec les populations tout le temps, il les respecte, il les écoute. Avec ses propres moyens, il a fait un certain nombre de choses. Donc, voilà la réalité. Au-delà, pour terminer, la politique, on ne fait pas la politique sans aimer les hommes, sans vivre avec eux. Que ce soit pour être, même dans la vie associative, pas forcément politique, pour être maire, pour être député, on ne fait pas on ne peut pas faire la politique sans aimer l'homme, sans aimer partager. Partager les peines, les douleurs, même si tu es pauvre et que l'autre aussi est pauvre, partager ses instants. C'est ça la clé. Et à partir de là, tout le reste vient. Une sorte d'empathie, l'amour, être porté vers les autres, être porté vers leur problème, avoir cette empathie-là qui est une autre forme qui va au-delà de la sympathie. Ça, c'est l'élément clé pour entrer dans la politique. Voilà, la Nympho qui a tout secoué aujourd'hui, et ce n'est que le début. Si cette révélation t'a choqué autant que moi, imagine ce qui arrive demain.